Je suis très surpris parce qu'au Congo, et je crois que le procureur de la République le sait, nous avons un nombre extrêmement important de scandaleux crimes économiques et financiers pour lesquels les gens sont connus, pour lesquels les responsables de ces crimes ont plongé le Congo dans la situation chaotique dans laquelle nous nous retrouvons. Et je crois que l'un des derniers cas, c'est le cas de Dongou Silver Zidane avec Moya Gertrude et Stéphanie. Le procureur de la République avait même déjà émis un mandat d'arrêt international à l'encontre de ces deux personnes. Puis, paf, c'est le silence et on nous réapparaît. Là où les Congolais attendent de l'action, elle ne se produit pas. Et là où les Congolais devraient être tranquilles et en paix, évidemment, on apprend qu'il y a un coup d'État, etc. Bon, écoutez, il faut qu'on sorte de ce schéma. Il faut qu'on sorte de ce schéma. On est à 8 mois de l'élection présidentielle et il ne faut pas qu'on donne le cas, l'impression qu'au Congo, Oui, mais c'est là que moi je voudrais comprendre avec vous. À 8 mois de l'élection présidentielle de mars 2026, nous avons ce genre de cas. D'ailleurs, tout le monde est d'accord de dire que c'est un coup d'État imaginaire. À quoi ça vous fait penser? Quelle analyse portez-vous sur cette déclaration? non, l'analyse elle est simple, Christian. Il s'agit de la traque des opposants. Et lorsqu'on revisite un peu les dernières élections que nous avons vécues, ben, nous avons en 2016 Okombi et Jean-Marie Michel Moukoko qui sont actuellement en prison. Et vous savez que c'est toujours le motif attribué aux opposants, atteinte à la sûreté de l'État, etc. 8 mois, c'est peu, mais en un jour, on peut régler un certain nombre de choses et avancer. On peut régler un certain nombre de choses et avancer en un jour, deux, trois, pourquoi pas une semaine. Alors, Clément Mirassa, puisque nous disons tous que l'élection présidentielle, c'est d'ici là, c'est vrai que bon, après, ça reste encore un suspense, hein, personne ne sait. Bon, d'autres peut-être savent qu'il y aura élection, mais d'aucuns ont dit il n'y aura pas élection, ils savent pourquoi ils l'ont dit. Et donc, nous sommes à quelques mois. Je l'ai rappelé, beaucoup de fois d'ailleurs, on ne cessera de le rappeler, nous sommes à 8 mois de cette élection, si tant est qu'elle se tiendra. J'aime bien toujours préciser cela. Nous savons également que sur le terrain, en fait, le ministère de l'Intérieur a déjà déployé ses assesseurs. Ça a commencé par le recensement en 2023, c'est ça, fin 2000, décembre 2023, que vous avez d'ailleurs commenté. Ensuite, on a demandé aux chefs de quartier ou je ne sais pas, les départements, voilà, de refaire des listes, de nettoyer les listes, transmettre les listes pour voir s'il y avait, voilà, les décédés, bon, ainsi de suite. Et maintenant, là, ils ont déjà envoyé les assesseurs sur le terrain. Je vais vous montrer ces images. Je ne sais pas si vous les avez déjà vues et on revient sur le plateau. Suivez. Non, tu vas à la bureau, ça te tombe mieux de travailler comme ça. Et la poisson, on fait Bien voilà, Clément Mirassa. Jusque-là, l'opposition ne participe pas à ce processus électoral. Curieusement, à ces opérations, il faut les appeler comme ça. Recensement, nettoyage de liste. Après, bon, là, on passe, les assesseurs sont sur le terrain, vous les avez vus. Jusque-là, l'opposition est à l'écart. Comment vous entendez gérer telle situation? Vous attendez la surprise pour commencer à crier ou à dénoncer ou comment ça va se passer? Parce que vous dites que les Ben, conditions ne sont pas réunies. Probablement que vous n'irez pas aux élections en l'état, c'est ce qu'il faut dire, dans ces conditions. Mais de l'autre côté, en face de vous, vous avez une machine qui a déjà été déployée, c'est-à-dire le PCT est déjà sur les terrains, on les voit déjà en campagne électorale, voilà. Et là, le matériel est en train d'être déployé. Vous continuez à observer, c'est ça. le PCT agit selon une ruse qui est claire, qui est Christian. Et la ruse doit être comprise tant par l'opinion nationale qu'internationale.
Le message du PCT est très clair, très clair. Et les Congolais doivent le comprendre. Il signifie quoi, Christian? Il signifie, nous sommes arrivés là par la force. Et si vous êtes fort, venez nous déboulonner de là. Oui, Maintenant, mais le Clément message qu'on Mirassa, pardonnez-moi de vous arrêter comme ça. C'est vrai, vous êtes un légaliste, ça je le sais, hein, vous êtes un légaliste. Vous dites vous allez faire les choses dans la légalité, vous ne voulez pas, et c'est tout normal, hein, personne ne peut faire l'apologie de la violence, mais je vous ai dit que le PCT est déjà sur le terrain. Les opérations électorales ont déjà commencé, je vous ai montré des images, vous dites que vous allez faire, oui, mais jusqu'à quand? Est-ce que vous attendez finalement qu'on arrive, parce que qu'on le veuille ou non, il ne faut pas qu'on se leurre là-dessus. Le Parti congolais du travail est habitué à faire les choses dans la force. Ils vont forcer les choses, ce sera encore un autre passage en force. Ils vont aller jusqu'au bout parce que c'est des gens qui ne reculent pas, quand bien même ils savent qu'ils sont en train de tricher. Tout le monde est en train de voir là, tout le monde crie à la tricherie, mais ils avancent. Ils vont avancer jusqu'à mars 2026 et proclamer les résultats qu'ils ont déjà dans les poches, qu'ils ont trichés. Et ils vont s'auto-proclamer. Nous allons arriver là, qu'on le veuille ou non. Est-ce qu'à ce moment-là, vous, les forces du changement, vous allez capituler, c'est ça? Bonjour Clément Mirassa. Bonjour, Christian. Je suis très heureux que nous puissions encore nous retrouver pour échanger. Et comment vous allez? Ça va. Ça va, Sauf malgré que, ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Nous avions tous suivi hier l'annonce, sinon le communiqué qui met en accusation l'avocat Kaben Masuka, c'est comme ça qu'on l'appelle. On va donc en parler tout à l'heure. En tout cas, merci de votre disponibilité pour cet échange qui portera évidemment sur le commentaire de l'actualité du Congo-Brazzaville. On va donc commencer par cette annonce, sinon ce communiqué fait par le procureur de la République, André Okongakala. Mais bien avant, je rappelle à ceux qui nous suivent, parce que Clément Mirassa n'est plus à présenter aux Congolais, mais pour ceux qui le découvrent, il est économiste, statisticien, ancien ministre du Commerce, ancien ministre congolais, développement industriel, président du PSDC. Merci donc, mesdames, messieurs, d'avoir encore choisi R7 et vous avez fait un très bon choix. Merci pour cela. Clément Mirassa, hier, le procureur de la République, André Oko Ngakala, a fait un communiqué, mais notamment, il met en accusation l'avocat Bob Kaben Masuka. Bob Kaben Masuka, je rappelle, à nos téléspectateurs, a été enlevé depuis le 9 juillet dernier. Il a passé plus de 10 jours dans les cellules de la CID. Alors, hier, c'était pour la première fois que j'allais dire, hein, les institutions se sont prononcées sur cet enlèvement, c'est pour venir l'accuser de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Vous avez suivi cette déclaration? oui, je l'ai suivi. Alors, votre commentaire, mais bien avant de commenter, je vous propose de suivre un extrait, juste un extrait de ce communiqué. Suivez. Affaire Maître Kaben Masuka Bob. Mankouma, Pikarov, Amel, alias et autres. Depuis quelques mois, plusieurs individus ont planifié un projet dénommé Appel à la mobilisation pour soutenir la libération du Congo le 10 juillet 2025. Projet publié sur la page Facebook du nommé Balou Castellin, Cédric, qui résiderait à l'étranger. Alors, Clément Mirassa, est-ce nouveau pour vous? Non, c'est pas nouveau parce que je tiens à rappeler aux téléspectateurs qu'en juillet 1990, exactement le 9 juillet, j'ai été arrêté et c'est dans ma cellule que j'ai appris que j'étais accusé
d'être le cerveau penseur d'un coup d'État. Coup d'État pour lequel je ne voyais pas les militaires, je ne suis pas militaire, je n'avais aucune arme, etc. Et que finalement, j'ai été libéré un mois et demi après. Donc, en fait, je suppose que c'était comme une fausse accusation. Et je déplore, parce que pour nous autres, ça nous rappelle le système de fonctionnement du parti unique, le Parti congolais du travail. Je croyais qu'on avait dépassé ce stade et qu'on était arrivé à un stade où la loi reconnaît la liberté d'expression, la loi reconnaît la liberté de réunion, d'association, de manifestation, etc. Et qu'il ne devrait plus avoir ce genre de problème. Mais enfin, j'étais surpris d'apprendre. Mais ce qui m'a frappé, c'est en suivant le procureur de la République qui dit que M. Cédric Castellin-Balou résiderait à l'extérieur et que lui-même, Cédric Castellin-Balou, a fait immédiatement après une vidéo pour relever qu'il était sur le territoire national et que le 9 juillet, il avait été interpellé et appelé à la CID. Il en est ressorti et il ne comprend pas exactement ce qui se passe. La question, Christian, Oui, le pays mais va c'est là mal. que ça devient un peu intéressant. Cédric Balou est convoqué par la CID, il s'y rend, il est probablement entendu, il sort de là, et quelques 7 voire 10 jours par là, la CID transmet le dossier au procureur de la République, donc André Oko Ngakala, qui vient faire la déclaration en public pour dire, curieusement, que Cédric Balou résiderait à l'extérieur. Curieux, non? Non, c'est très curieux. C'est très curieux. Et je suis davantage surpris. Pourquoi, Christian? Je suis très surpris parce qu'au Congo, et je crois que le procureur de la République le sait, nous avons un nombre extrêmement important de scandaleux crimes économiques et financiers pour lesquels les gens sont connus, pour lesquels les responsables de ces crimes ont plongé le Congo dans la situation chaotique dans laquelle nous nous retrouvons. Et je crois que l'un des derniers cas, c'est le cas de Dongou Silver Zidane avec Moya Gertrude et Stéphanie. Le procureur de la République avait même déjà émis un mandat d'arrêt international à l'encontre de ces deux personnes. Puis, paf, c'est le silence et on nous réapparaît. Là où les Congolais attendent de l'action, elle ne se produit pas. Et là où les Congolais devraient être tranquilles et en paix, évidemment, on apprend qu'il y a un coup d'État, etc. Bon, écoutez, il faut qu'on sorte de ce schéma. Il faut qu'on sorte de ce schéma. On est à 8 mois de l'élection présidentielle et il ne faut pas qu'on donne le cas, l'impression qu'au Congo. Oui, mais c'est là que moi je voudrais comprendre avec vous, à 8 mois de l'élection présidentielle de mars 2026, nous avons ce genre de cas. D'ailleurs, tout le monde est d'accord de dire que c'est un coup d'État imaginaire. À quoi ça vous fait penser? Quelle analyse portez-vous sur cette déclaration? Non, l'analyse, elle est simple, Christian. Il s'agit de la traque des opposants. Et lorsqu'on revisite un peu les dernières élections que nous avons vécues, ben, nous avons en 2016 Okombi et Jean-Marie Michel Moukoko qui sont actuellement en prison. Et vous savez que c'est toujours le motif attribué aux opposants, atteinte à la sûreté de l'État, etc. Et en 2021, élection, Guy Brice Parfait Kolela a perdu la vie. Donc, on est dans ce cas de figure où être opposant dans un pays comme le nôtre, et vous avez 3 voies, l'exil, la prison ou la mort. Et ce n'est pas du tout intéressant. Et Christian, les Congolais ne s'en rendent pas compte. Il faut qu'ils fassent le lien. Ça rentre dans la même dynamique utilisée par ce même ministère, à savoir le ministère de l'Intérieur, qui a déjà pris ou qui veut prendre des dispositions pour exclure un certain nombre de personnalités politiques dans le jeu. En fait, le but visé, c'est quoi? C'est la conservation du pouvoir. C'est réduire les gens au silence, faire en sorte qu'avec le bilan catastrophique et calamiteux qu'ils ont, ben, il faut qu'ils empêchent aux voix qui permettent aux Congolais de bien comprendre la situation du Congo de s'exprimer. La cause, elle est là. Ce n'est pas la première fois que les Congolais ont entendu ou suivi Cédric Casselin-Balou mais parler de marche. Une fois, je crois qu'on a suivi qu'il a marché de la rue Mbaka jusqu'à la primature.
Oui, mais c'est que bien d'ailleurs, pendant que vous le rappelez, c'est ce que le procureur de la République a dit. Voilà, la marche du 10 juillet dernier avait été annoncée sur la page de Cédric Castellan-Baloussa. Il a vu, mais il n'a jamais vu les scandales économiques, comme vous le dites là, financiers qu'on annonce par les médias, par ces mêmes canaux. Ça, le procureur n'a jamais vu. Et après, on se pose la question de savoir, mais pour qui travaille finalement la CID? Ben, on se pose la question, puisqu'on parle de la CID qui a pris la succession de ce qu'on appelait la surveillance du territoire. C'est le procureur de la République qui avait instruit la direction générale de la surveillance du territoire de mener une enquête approfondie sur les fonds importants qui avaient été débloqués pour l'agriculture et pour lesquels, dans son message sur l'état de la nation en 2017, le président de la République avait relevé que les résultats étaient mitigés. Mais la direction générale de la surveillance du territoire a bien mené son enquête et est arrivée à la conclusion que des fonds avaient été débloqués pour des Congolais qui avaient eu des prêts, etc., mais qui n'ont jamais remboursé. Un délai leur avait été donné au cas où ils ne rembourseraient pas pour qu'ils soient présentés au parquet et que la procédure puisse suivre son cours. Mais depuis la création, il n'y a aucun Congolais qui a été présenté et nous savons aussi que les Congolais n'ont pas procédé au remboursement de cet argent. Donc, on est dans une situation où on crée une injustice. Et je rappelle, puisque là, on est dans le domaine de la justice, que l'article 15 est clair. Tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi. Donc, droit à la protection de l'État. Nul ne peut être avantagé ou désavantagé par rapport à son origine familiale, par rapport à son origine ethnique, par rapport à ses convictions politiques, religieuses, philosophiques. La loi, elle est claire. On ne peut pas. C'est pour ça que nous, quand nous réclamons la libération de Jean-Marie Michel Moukoko, André Okombi Salissé, les autres prisonniers politiques, mais nous fondons sur des cas précis, puisque nous savons qu'en matière de droit, la preuve est extrêmement importante. Voilà. Puisque nous parlons évidemment de la CID, voilà, aussi selon l'appellation de chacun, CID, donc la centrale d'intelligence et de la documentation, sa mission. Ici, j'ai bien envie de rappeler, voilà, la dilapidation de 14 000 milliards de francs CFA du fonds de garantie des générations futures. Voilà l'argent qui pouvait servir à améliorer, évidemment, les conditions de vie des Congolais, qui a été dilapidé. Et c'est une atteinte, évidemment, à la sûreté nationale, puisqu'aujourd'hui, les Congolais n'ont plus d'eau, ils n'ont l'eau potable, bien sûr, et l'électricité n'est pas stable, les routes sont totalement délabrées, et le gouvernement venait de faire une déclaration qui a inquiété tout le monde, parce que chez nous, on dit, lorsque le chef du village voit le diable, eh bien, c'est la panique dans tout le village. Et donc le gouvernement, par bien sûr son ministre des Finances, venait de déclarer que le Congo n'avait plus assez des ressources financières pour garantir la régularité du paiement des salaires, des bourses, voilà, et même des services sociaux. Voilà pourquoi je voulais faire ce lien-là entre la dilapidation de 14 000 milliards, c'est quand même 7 ans de budget du Congo-Brazzaville, mais après on peut revenir sur ce que vous avez coutume de rappeler, 150 milliards, 160 milliards au ministère de la Santé, il y a aussi voilà, le FIGA, l'affaire FIGA, qui est restée toujours voilà, comme ça, tout le monde est sous le silence, alors qu'il y a eu une commission parlementaire qui a siégé sur cette question. Et là, la CID n'a jamais expliqué aux Congolais où sont passés les 14 000 milliards. Aujourd'hui, on a un sérieux problème. C'est une crise financière sans égale. Je propose donc à nos téléspectateurs cet extrait du ministre des Finances avant de vous faire réagir. Suivez. Notre pays traverse réelle situation de crise. Payer des salaires tous les mois relève d'une véritable acrobatie. C'est un vrai casse-tête. Faire face à nos obligations internationales tous les mois, c'est un vrai casse-tête. Financer notre avenir, c'est un vrai casse-tête. J'insiste, notre avenir, l'avenir de nos enfants. C'est un casse-tête qui ne peut se résoudre que par une prise de conscience.
Et ce n'est pas normal que le point d'entrée principal soit le point de souci principal. Alors, Clément Mirassa, c'est vrai que tout à l'heure, nous parlions de la répression et vous avez dit que c'est certainement un plan qui a été bien planifié parce qu'ils ont commencé d'abord par vous intimider, vous. Il y a eu des menaces où on a dit, dites à un tel, s'il ne veut pas porter la responsabilité de la mort de Clément Mirassa, le mieux serait qu'il ne le reçoive plus sur le plateau. Bon, on continue tout de même. Après, c'est la liste qui est sortie, hein, où on a exclu presque vos partis à vous. C'est l'arrêté 1726, voilà, 26, hein, du 32 26. juin, voilà, 2025. Après là, avant ça, on a vu comment on a enlevé la Simwiti, torturé, séquestré, tout le monde sait. Après, on est passé à une autre étape, l'enlèvement de maître Bob Kaben Masuka. Et puis, donc, hier, c'est, voilà, tout le monde était surpris. Mais bon, ce n'est pas une surprise pour tout le monde. C'est le procureur qui vient dire qu'il y a, voilà, un coup d'État qui a été déjoué. Et là, vous avez le ministre qui dit il n'y a plus assez de ressources financières pour garantir tout ce que j'ai dit, hein, les services sociaux. Et dire que la CID existe et sa mission, c'est la surveillance du territoire. D'abord, votre commentaire sur la déclaration du ministre et ensuite, vous nous direz ce que vous pensez de la mission de la CID sur, bien sûr, c'est scandaleux, crime, comme vous venez de le rappeler tout à l'heure, si la CID n'est pas aussi complice. Parce qu'elle sait, hein, elle connaît les voleurs et les détourneurs, mais ne fait rien. Non, je crois, Christian, que les choses sont claires. Je veux commencer d'ailleurs par là, après le commentaire que tu as si brillamment fait. Le commentaire, c'est que les Congolais doivent comprendre que pour les gouvernants actuels, la condition de vie du Congolais ne compte pas. Une seule chose compte, la conservation coûte que coûte du pouvoir. Et vous avez un certain nombre de choses qui ont des ramifications. Et je vais venir à votre question sur le ministre des Finances. Mais avant de venir sur le ministre des Finances, en parlant des ramifications, vous voyez bien sur les réseaux sociaux, ces publications qu'il faut apparaître que Madame Piot, qui travaille, semble-t-il, sur notre passé, qui mène une enquête sur les événements qui se sont passés, les explosions des bombes au cinéma stade, à l'aéroport, etc. Mais ça devrait intéresser l'autorité publique pour qu'elle soit informée, pour qu'elle puisse envisager un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons? Elle est inquiétée, elle est menacée. Ça veut dire, et je pense, je ne veux pas aller, puisque Jean-Jacques Serge Yombio Pango a lui-même présenté les excuses, mais à la suite de ce qu'il a déclaré, je ne veux pas parler de Nuremberg, tout ça, il semble apparaître quoi? Il semble apparaître qu'il y a une peur de répondre d'un certain nombre d'actes qui ont été posés dans ce pays. Mais il faut bien qu'un jour, nous arrivons. Je ne sais pas si on pourrait arriver à ce qu'on appelle en Afrique du Sud vérité, justice et réconciliation, quoi. Mais il y a tellement de frustration, il y a tellement d'humiliation, il y a tellement de rancœur que la réconciliation nationale devient véritablement indispensable. On ne peut pas s'en passer, ce n'est pas possible. Mais pour qu'on s'en passe, pour qu'on ne s'en passe pas, il faut bien qu'on décrive une démarche. Et cette démarche, c'est pour ça que assez souvent j'ai regretté que le Conseil national de dialogue n'ait jamais été formellement mis en place. Mais on constate quoi? Au-delà de la volonté de conservation du pouvoir, il y a la peur qui apparaît chez les gouvernants qui sont là depuis de nombreuses années de répondre d'un certain nombre d'actes qu'ils ont posés pendant, évidemment, la durée de leur Mais gestion, une etc. peur finalement qui aggrave les choses parce que ceux qui se manifestent aujourd'hui, ces jeunes qui ne réclament que justice, qui ne réclament que voilà l'emploi, qui ne réclament que l'eau, l'électricité, vont continuer à le faire tant que ces choses ne seront pas réglées, ils vont continuer à le faire. Or, en face d'eux, ils ont quelle réponse? Ben, des enlèvements, des séquestrations, et voilà, on commence à les accuser de tentative à la sûreté de l'État, voilà, d'atteinte à la sûreté de l'État. Mais jusqu'à quand? Ça va durer jusqu'à quand finalement? Est-ce qu'on est en train de Mais dire aux Congolais, taisez-vous malgré tout?
Christian, Christian, mais il faut bien suivre la démarche. Les Congolais ont demandé au gouvernement congolais toutes les démarches possibles pour qu'on aille à l'apaisement. Les Congolais ont demandé, au vu de la situation grave, de la crise multidimensionnelle que traverse notre pays, qu'on aille aux États généraux de la nation. On a refusé ça. On a demandé qu'on aille à un dialogue national inclusif. On a refusé ça. Le ministre d'État, Martin Berry, qui vient de nous quitter, a travaillé pour lancer ce qu'il a appelé le processus constitutionnel du dialogue sans exclusif. Ça n'a pas tenu. On veut quoi? Maintenant, vous ne voulez pas du dialogue quand on vous le propose. Quand on propose de la libération des prisonniers politiques pour qu'on aille à l'apaisement du climat politique, ça aussi, on ne veut pas. Maintenant, que les jeunes se lèvent, parce que, en fait, ce n'est pas les jeunes, c'est les Congolais. Mais les jeunes ont beaucoup plus de vigueur. Parce que, Christian, il faut que tu saches que dans ce pays, les retraités sont traités de serpents sans venin. Donc, en fait, des gens qui sont inoffensifs, etc. Donc, il faut que l'on trouve les voies et les moyens pour avancer et pour faire bouger les choses. Maintenant, quand tu parles du ministre des Finances, parce que ça fait un moment que tu m'as posé la question, ce que j'ai retenu de la déclaration du ministre des Finances, de très fort, c'est qu'il a dit que pour payer les salaires, il faut une véritable acrobatie. Et c'est un véritable casse-tête. Que pour financer le développement de notre pays, pour financer l'avenir de la jeunesse, et c'est le ministre des Finances qui le dit, pour financer l'avenir de nos enfants, c'est un véritable casse-tête. Mais quand il parle aux douaniers, il parle de quoi? Il parle d'une véritable prise de conscience pour qu'on change réellement les choses. C'est un membre du gouvernement qui parle de la volonté de changer, de ce que nous disons qu'il faut dans ce pays, faire autrement la politique, elle ne se fait aujourd'hui. Maintenant, quand le ministre des Finances le dit, Christian, je vais juste faire aux téléspectateurs un rappel. Le 14 août 2009, lors de sa prestation de serment, le président Denis Sassou Nguesso a déclaré quoi? Il a dit, je ne surprends personne en affirmant qu'en dépit des efforts multiples, le Congo n'est pas, hélas, exempt de corruption, de fraude, de népotisme, de détournement de deniers publics et autres. Et il a précisé, ici, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Tu as vu quel gouvernant qui a été interpellé? On a beau parler des détournements de 160 milliards, etc. Et moi, ce que j'ai regretté et que je regrette dans la démarche du ministre des Finances, mais ces débats, c'est avec les gouvernants qu'il doit l'avoir. Et je suis surpris que depuis, le ministre des Finances n'a pas introduit en Conseil des ministres un dossier clair pour dire voilà la situation du Congo. Voilà la situation du Congo. Nous sommes pratiquement en état de cessation. Qu'est-ce que l'on fait? Mais il va y avoir les douaniers. Mais les douaniers ne changeront pas tant que les gouvernants ne changeront pas. C'est en haut, d'après ce que le Premier ministre de Singapour avait dit, si vous voulez vous attaquer au détournement de fonds, à la corruption, mais il faut attaquer le haut. Il faut détourner, il faut s'attaquer à ceux qui détournent des milliards, pas ceux qui détournent oui, mais dans le 500. même temps, pourquoi n'initierait-il pas, par exemple, le rapatriement des fonds planqués dans les paradis fiscaux, puisqu'il y a beaucoup d'argent là-bas, on sait qu'il y a 5 500 milliards planqués par voilà, les dignitaires du Parti congolais du travail. On a parlé tout à l'heure de 14 000 milliards, c'est quand même beaucoup d'argent. Pourquoi ne demande-t-il pas qu'on soit rapatrié tout cet argent, si réellement il y a un problème de finances? Je te rappelle, Christian, que c'est le PCT qui est au pouvoir, que le ministre des Finances actuel, il faut dire aux Congolais, expliquer aux Congolais les choses. Le ministre des Finances actuel, il sort de quelle structure? Mais de l'Agence française de développement. Et il n'est pas membre du Parti congolais du travail. Il n'est pas membre du Parti congolais du travail, à ce que je sache. Donc, ce que tu demandes comme proposition, il ne peut le faire que dans les instances, dans les institutions. Et les institutions, il y a la présidence de la République, il y a le gouvernement. Pour qu'il mène des démarches, pour qu'on rapatrie les fonds, etc., il ne le fera pas si le Conseil des ministres ne s'est pas réuni, n'a pas décidé de le mettre en mission et de lui donner tous les pouvoirs possibles pour faire ça. Est-ce que le système mais donc on peut penser, Clément Mirassa, pardonnez-moi de vous couper comme ça, donc on peut penser que sa communication n'était j'allais dire, une opération de charme. Ça n'a pas de Son opération, c'est un coup d'épée dans l'eau.
sa déclaration, c'est un coup d'épée dans l'eau. Il faut qu'il ait le courage de poser le problème dans les institutions. Et quand je parle des institutions, c'est au gouvernement, c'est à la présidence de la République, c'est à ce niveau. Mais Christian, pose-toi la question. Le président de la haute autorité de lutte contre la corruption, ben, il a déclaré une année qu'il avait des dossiers, qu'il allait les déposer et que ces dossiers allaient être... Mais pourquoi tout d'un coup c'est le silence, il n'en parle plus? Il préfère s'activer quand il y a le BAC, il y a le BPC pour aller attaquer la fraude dans les milieux scolaires. Mais la vraie fraude que l'on vit, et j'ai été peiné l'autre jour, de suivre le président de la haute autorité de lutte contre la corruption, dit que lorsqu'il est arrivé, le Congo était classé, je ne sais pas combien dans ces choses-là, 165e, je crois, et que maintenant on est 151e et on a fait des progrès. Mais non, en termes de notation, du point de vue de l'indice de perception de la corruption, nous étions à 21 sur 100, véritablement médiocre. Et nous sommes actuellement à 23%. Il peut se réjouir parce qu'il ne donne pas l'indication sur l'indice de perception de la corruption. Il dit tout juste, ah bon, ben, on a évolué, ça veut dire qu'il a bien travaillé. Non, la corruption, c'est un problème. Et les gouvernants actuels, je ne cesse de le dire, ils ont choisi de protéger les responsables des scandales et crimes économiques et financiers. La question qu'on peut poser au ministre des Finances, est-ce qu'il a les bras solides pour s'attaquer à ce système? Parce que si on s'attaque à la corruption, c'est qu'on attaque le système dans lequel il a accepté d'être ministre des Finances. Mais s'il ne peut pas, à mon avis, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et ce n'est pas chez les douaniers qu'il faut aller faire la sensibilisation, mais c'est auprès des gouvernants qu'il faut sensibiliser les gens. Bien, les Congolais l'attendent également qu'il annonce la réduction du train de vie de l'État. Peut-être que voilà, on pourra trouver un peu d'argent pour régler un certain nombre de problèmes. Clément Mirassa, je reviens sur l'arrêté 1726, c'est ça, du 30 juin dernier, portant bien sûr sur la nouvelle liste des partis reconnus par le gouvernement pour l'année 2025. Vos partis avaient été déclassés, il y a eu du tollé, il y a eu des réactions. Bon, après, je ne sais pas si je me suis trompé, j'ai cru comprendre que l'administration du territoire a semblé faire marche arrière. Mais jusque-là, c'est comme qui dirait un marché de dupes. Dès lors qu'il n'a pas l'administration, sinon le ministère, dès lors que le ministère n'a pas pris un autre arrêté pour abroger celui du 30 juin, on suppose que cet arrêté court encore. Et nous sommes dans la même situation. Mais je sais que vous avez été reçu, vous avez eu une rencontre avec le directeur général de l'administration du territoire qui a semblé vous dire un certain nombre de choses. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la quintessence de cette rencontre pour l'intérêt de nos téléspectateurs? Bon, la quintessence de cette rencontre, elle est claire. On est venu comme pour apaiser les choses, pour essayer de nous endormir, pour nous dire que ce n'est pas une sanction. C'est une sanction. Il faut utiliser les mots comme ils sont. Mais le problème, c'est quoi, Christian? C'est que ce qui s'est fait n'est pas conforme à la loi. Il n'y a aucune disposition. J'ai la loi sous mes yeux. Il n'y a aucune disposition de la loi qui permette au ministre de l'Intérieur de sortir chaque année une liste des partis reconnus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que la reconnaissance d'un parti au Congo est annuelle. Et ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Je rappelle, et je l'ai déjà dit, moi, le PSDC a son récépissé depuis 1991. Et tout le monde sait qu'en matière de droit, la loi dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. Donc, logiquement, je ne devrais pas avoir de problème. Mais en fait, la logique, c'est quoi, Christian? Mais c'est toujours cette vision de conservation du pouvoir. Nous allons, dans les jours à venir, nous continuons la réflexion. Parce qu'en 2018, le ministre de l'Intérieur a publié une liste de 55 partis qui, pour lui, étaient reconnus par le ministère de l'Intérieur. Et nous avons mené une enquête au niveau du Parti social-démocrate congolais. Christian, nous ne nous sommes pas limités uniquement aux 55 partis. Nous avons regardé l'ensemble des partis qui existaient sur le territoire. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Il n'y avait que 28 partis
sur les 50, enfin, dans l'ensemble du territoire, donc y compris sur les 55, qui avaient au moins un siège sur le territoire national. Tous les autres partis avaient quelques sièges, mais n'avaient pas 15 sièges. Le seul parti en 2018 qui avait un siège partout, et pour des raisons que tu comprends, tant au plan politique qu'au plan historique, c'est le Parti congolais du travail. Mais malheureusement, le Parti congolais du travail n'était pas conforme. Pourquoi? Mais parce que depuis 2002, aucun membre de ce parti, élu ou nommé à une autre fonction, n'a daigné déclarer son patrimoine. Donc, violation de la loi, alors que dans la loi sur les partis, l'article 26 dit clairement que les partis ont le devoir de se conformer à la Constitution. C'est ça le débat du fond. Donc, si je te prends l'article, si je prends un jour le temps de faire la démonstration par la preuve, je pourrais faire la démonstration que déjà en 2018, aucun parti déclaré conforme n'était conforme à la loi. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'on est dans une démarche de tricherie, on est dans une démarche de fraude électorale. Et les Congolais doivent comprendre qu'avec ce ministère de l'Intérieur, en dehors du candidat du Parti congolais du travail, personne ne pourrait être déclaré élu, même si dans les urnes, il a été choisi par les Congolais. C'est ça le fond du problème qu'il faut comprendre. Donc maintenant, je passe à une autre étape. Pourquoi on ne parle que de la loi sur les partis? Une fois qu'on parle de la conformité à la loi, il faut parler dans l'ensemble. Et quand on parle de l'ensemble, Christian, on relève quoi? Le Parti congolais du travail n'est pas conforme à la loi. Je le dis depuis 2020. Et tu as vu que dès que Jean-Jacques Serge Yombi a parlé de Nuremberg, tu as vu la réaction du PCT. Dès lors qu'on a parlé d'Instenom, on a annoncé qu'on allait procéder à la sortie du Rassemblement des forces du changement. Vous avez suivi la réaction. Mais que les Congolais se posent la question, pourquoi le PCT ne réagit jamais à l'aspect de la non-conformité de leur parti? Mais parce qu'ils le savent. Maintenant, j'ajoute un autre élément plus fort, Christian. Mais il faut régler le problème de la conformité à la loi du président de la République, qui en prêtant le serment de respecter et de faire respecter la Constitution, a pris l'engagement ferme devant la nation et devant le peuple d'être exemplaire dans le cadre du respect de la loi. Et je te rappelle quelque chose que j'aime souvent répéter, ce que le président s'assoit déclaré lui-même. J'insiste pour dire que jamais, je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. Si la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Mais pourquoi maintenant qu'on constate, je dirais même, je ne suis pas juriste, je dirais même qu'il y a comme flagrance dans ce constat. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais là encore, Clément Mirassa, il faut dire que c'est un euphémisme parce que tout le monde sait que parmi les éléments qui comptent pour un acte de haute trahison, c'est la violation de manière délibérée de la Constitution. Or, lorsqu'on observe le Parti congolais du travail et son président, donc Denis Sassou Nguesso, qui finalement viole la loi de bout en bout. Et de manière délibérée, vous l'avez dit, depuis qu'il est revenu aux affaires, il n'a jamais déclaré voilà, son patrimoine. Il a juré, en fait, il a prêté serment de respecter, de faire respecter la loi, ce qu'il ne le fait pas. Voilà, il est président voilà, de son parti, donc le Parti congolais du travail, il est dans le même temps chef de l'État. Tout ça, c'est des violations, mais de manière délibérée, et donc qui constituent des actes de haute trahison. À ce moment-là, normalement, il serait même demandé à Denis Sassou Nguesso de démissionner. C'est ça la vérité. Mais curieusement, c'est encore ce parti congolais du travail qui continue à s'acharner. Vous l'avez dit tout à l'heure, jamais le Parti congolais du travail. Moi, je ne les ai jamais vus réagir sur la crise, par exemple, multidimensionnelle, la crise économique, crise financière, les routes qui sont mais vraiment délabrées, les hôpitaux qui ne fonctionnent plus, voilà, pas d'eau potable, je l'ai dit tout à l'heure, pas d'électricité stable, pas de bourse, pas de pension, pas de salaire, les salaires c'est 45 jours après, voilà. Et ça, le Parti congolais du travail n'a jamais réagi. C'est quand un opposant, des vrais, il faut toujours préciser,
hausse le temps, à ce moment-là, on voit voilà, le Parti congolais du travail réagir. Mais Clément Mirassa, vous avez eu cette rencontre avec le directeur général de l'administration du territoire qui a semblé vous faire croire que ce n'était pas une sanction. Ça veut dire que vous allez continuer à œuvrer sur le terrain. Bon, après, bon, moi, je vous pose ici une question qui m'a été posée, mais on ne voit plus le rassemblement des forces du changement sur le terrain. Ils ne communiquent plus. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Non, le Rassemblement des forces du changement communique. Jean-Jacques Serge Yombi Opango, il est du Rassemblement. Oui, mais Jean-Pierre c'est des Agnan. communications solo, c'est-à-dire chacun communique sous le label de son parti, mais pas sous le label des forces. Non, il n'y a, pas- il y a, il y a- il y a pas longtemps, s'agissant de la situation de Maître Bob Kaben Masuka, nous avons communiqué et nous allons continuer à communiquer. Justement, il faut que nous ayons une convergence. Maintenant, je dis et je redis que Christian, tu as posé un problème extrêmement important s'agissant du président de la République. C'est le sens même de la lettre ouverte et l'interpellation que j'ai faite au président, au vénérable président du Sénat et à l'honorable président de l'Assemblée. J'ai adressé une lettre ouverte dans laquelle j'ai reprécisé toutes ces choses. Pourquoi? Mais parce que ces institutions qu'on prétend bien fonctionner ne s'intéressent pas aux questions fondamentales qui touchent aux Congolais. Et vous avez, par exemple, l'honorable président de l'Assemblée qui ne cesse de déclarer, qui ne cesse de déclarer. Et moi, je suis choqué par ça. Pourquoi? Il ne cesse de déclarer que Denis Sassou Nguesso, c'est le candidat du parti, président de l'Assemblée. Et je lui oppose la déclaration du président du Sénat, Pierre Ngolo, mais qui a dit que le Parlement vote la loi pour qu'elle soit exécutée et que la loi doit être appliquée sans discrimination. Mais alors pourquoi, au niveau du Parlement, lorsqu'on leur envoie tous ces éléments, j'ai constitué pratiquement un gros dossier où il y a tous les éléments, y compris parce que les gens du PCT voulaient raconter que le président Denis Sassou Nguesso n'est que président du comité central à titre honorifique. Ça n'existe pas dans les statuts du Parti congolais du travail. Et j'ai apporté la preuve dans ce dossier par une correspondance que le président Denis Sassou Nguesso a signé en tant que président du comité central du Parti congolais du travail, qu'il a adressé au secrétaire général du Parti communiste chinois. Donc, il joue bien son rôle. Il est bien, et ça, il faut que ça soit. Mais le président de l'Assemblée ne s'occupe pas de l'aspect de ce qu'on doit respecter la loi et la Constitution. Tout ce qu'il sait, c'est la conservation du pouvoir. Maintenant, la question qu'on peut se poser, Christian, pourquoi cette peur dans ce milieu du pouvoir? Pourquoi cette peur? Ce que les Congolais veulent, c'est que le Congo soit géré selon la bonne gouvernance, dans la transparence. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, en ce qui concerne le rassemblement des forces du changement, Christian, nous nous préparons à notre sortie, comme on l'avait annoncé, et nous allons mener un certain nombre d'actions. Maintenant, je veux que les militants comprennent, parce qu'au niveau du Parti social-démocrate congolais, les militants disent souvent, oui, qu'est-ce qui se passe? Mais en ce qui nous concerne, il ne se passe rien. Le ministre Mboulou a fait sortir une liste en 2018. Mais le Parti social-démocrate congolais ne figure pas sur cette liste. On a sorti une liste en 2020. Le Parti social congolais ne figure pas sur cette liste. Oui, On mais vient le d'en fait de sortir. prendre cet arrêté-là, même si le directeur général de l'administration du territoire a fait croire, il faut dire, pas penser, hein, il a fait croire parce que sa déclaration ne peut croire que les naïfs, en plus, que ce n'était pas une sanction. Est-ce que ce n'est pas un piège qu'on tend évidemment au rassemblement des forces du changement, de sorte que si vous allez sur le terrain, on peut vous accuser comme vous avez entendu hier là, d'atteinte à la sûreté de l'État, parce que vous n'auriez plus ce droit de vous déployer sur le terrain. Ben, nous nous battrons pour le faire. D'autant que nous sommes convaincus, Christian, avec l'argumentation de droit que je m'efforce à développer, mais que dans ce pays, les gouvernants, pratiquement aucun des gouvernants n'est conforme à la loi. Si vous prenez le président de la République, on l'a suffisamment évoqué. Si vous prenez le président du Sénat, mais c'est lui qui a présidé le congrès de 2019, au cours duquel il a déclaré que les 2588 congressistes ont décidé unanimement
de reconduire M. Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail. Donc, ils ont décidé unanimement, collectivement, de violer la Constitution, ce qui ne leur est pas permis. D'abord par rapport à la Constitution et qui ne leur est pas permis d'après l'article 26 de la loi sur les partis. Quant au président de l'Assemblée, il a fait partie, avec le Premier ministre, avec le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice. Ils sont tous dans la violation des lois. Et ce sont eux qui veulent donner des leçons. Ils ne sont pas exemplaires. Et ils veulent donner des leçons. Ils veulent réduire les gens au silence. Et aujourd'hui, nous devons leur dire que nous expliquons tant à l'opinion nationale qu'à l'opinion internationale que vous-même, vous n'êtes pas conforme à la loi. Et moi, aucun ministre ne peut venir me défier sur la question. Parce que je te rappelle, Christian, je donne l'information aux téléspectateurs. Après le dernier remaniement qui a eu lieu en janvier 2025, aucun des ministres n'a fait de déclaration de patrimoine. Ils croient qu'ils s'asseyent là, on leur dit qu'ils sont... Non! Vous êtes nommé, quand il y a un remaniement, il y a une fin d'un mandat. Et quand vous recommencez, il y a une nouvelle déclaration que vous faites. Depuis le dernier remaniement, aucun ministre, aucun responsable d'un parti politique nommé à une autre fonction publique n'a daigné déclarer son patrimoine. Alors, ils croient toujours que les Congolais sont dans l'ignorance. Mais maintenant, les Congolais, avec les réseaux sociaux, ils suivent toutes ces situations et nous avançons. Donc, Christian, nous disons, dans tous les cas, le ministre de l'Intérieur doit comprendre qu'on ne va pas toujours tolérer qu'ils sortent des bouts de papier en déclarant des gens conformes alors qu'ils ne le sont pas. C'est de la tricherie, c'est de la fraude et c'est inacceptable au niveau de responsabilité qu'on occupe, qu'on puisse chercher à conserver le pouvoir sur la base de la tricherie, sur la base de la fraude, sur la base des accusations de coup d'État, parce qu'on en a marre. Si on regarde bien les choses, il y a des choses que je n'aborde pas. Tu sais, Christian, qu'en d'autres temps, j'ai tenté de parler, mais les gouvernants le savent, des révélations faites par Laurent Sokoko. Et qu'est-ce qu'on en fait? Etc. Donc, nous sommes tous des citoyens congolais. Et moi, j'explique aux téléspectateurs, parce que certains semblent choqués quand on dit que le président de la République n'a pas déclaré son patrimoine. Mais ce n'est pas de la faute de Clément Mirassa. Mais la loi, la Constitution, on s'est dit-on battu pour changer la Constitution, pour faire évoluer les institutions. Où en sommes-nous? Mais il faut faire le point de tout ça. Il faut faire le point de tout ça. Oui, mais Clément Mirassa, puisque nous parlons déjà du rassemblement des forces du changement, vous avez dit, vous êtes en activité et vous allez continuer vos activités. Donc, déplaise évidemment à ceux qui ont pris l'arrêté, voilà, 1726 du 30 juin plutôt, 2025. Alors, est-ce qu'on peut rappeler aux téléspectateurs les objectifs de ce rassemblement? Parce que nous sommes quand même à 8 mois de l'élection présidentielle. C'est que l'élection aura lieu. Est-ce que l'élection aura lieu? En tout cas, pour nous, aujourd'hui, les conditions permissives ne sont pas réunies. Et moi, je vais parler en termes compréhensibles pour tous les Congolais. Le pays va mal, très mal. Il faut faire la politique autrement qu'elle ne se fait aujourd'hui. Donc, il faut une alternative. Et nous voulons aller vers l'union des forces politiques, des forces sociales et des forces civiles pour que nous allions à cette vision de changement et que nous nous préparons à mettre en place un programme qui permettra d'être présenté aux Congolais pour que le Congo puisse revenir sur les rails et essayer d'aller. Lesquels pourront faire partie, évidemment, de ce rassemblement? Juste les partis politiques? Ou bien il y a aussi des personnalités, les ONG ou... Non, il y aura, quand nous allons procéder à la sortie, il y aura aussi les personnalités, les individualités, etc. Bon, quand on se place dans le contexte français, là-bas, il y a des associations qui peuvent bien prendre parti. Mais le problème ici au Congo, c'est que ici, les associations politiques, on ne les accepte plus. On est passé, on passe carrément au niveau d'associations politiques et de partis politiques. Il y a ça. Mais nous sommes maintenant, si vous voulez que je reprécise ceux qui font partie de ce rassemblement. C'est toujours bien, oui. Vous avez le parti Alliance du président Mabio Mavunguzinga. Vous avez le Congrès du peuple du président Marcel Ngitoukoulou. Vous avez le parti Le Pape de Jean-Pierre Agnan Ngoï,
qui est également, je tiens à signaler, c'est également le parti de Castellin Cédric Balou, pour que les gens n'aient pas des idées. Vous avez le parti, le RDD, le Rassemblement pour la démocratie et le développement. Vous avez le parti Les Souverainistes, le RDD, c'est Jean-Jacques et Serge Yombi Opango. Vous avez le parti Les Souverainistes, c'est Dave Mafoula. Vous avez le parti Renaissance de Gilbert Mouyabi. Vous avez le parti l'Alliance pour les humanistes, etc. C'est Christian Cyr Rodrigue Mayanda. Et vous avez le Parti social-démocrate congolais. Nous nous attendons à accueillir un certain nombre d'autres structures. Je crois que le moment venu, nous allons... Oui, mais le moment venu, comme vous le dites, tout à l'heure, je vous rappelais que nous sommes à quelques mois. 8 mois, c'est pas beaucoup et ça va très vite. De l'élection présidentielle, encore que vous avez dit, les conditions ne sont pas encore réunies pour cette élection. Ça veut dire que si les conditions ne sont pas réunies, vous ne prendrez certainement pas part. Mais est-ce que non, vous... mais il faut une nuance. Christian, Oui, ce que tu dis mérite une nuance. Tu sais, quand on a eu l'élection de 2016, nous avons eu une convention. À l'époque, il y avait deux plateformes. Il y avait le FROCAD, il y avait l'IDC. Et nous avons eu en février une convention. Et moi, j'étais le responsable de la commission électorale, celle qui s'occupait des questions électorales. Et sur la base du rapport que nous avons fait, nous avons décidé que, quelles que soient les conditions, nous allons partir aux élections. C'est parce que Jean-Marie Michel Moukoko, tout le monde a réclamé la mise en place d'une commission nationale électorale. On ne l'a jamais obtenue. Mais on avait dit quand même on y va. Bon, je laisse les Congolais faire les commentaires sur les résultats. Mais j'insiste sur un fait. Posons-nous la question. Pourquoi alors Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombe Salissa se sont retrouvés en prison? Il y a bien d'autres acteurs. En prison, ça veut dire quoi concrètement? Ben, ça veut dire qu'on procède à l'élimination des acteurs politiques qu'on considère comme dangereux pour la conservation du pouvoir. On procède à l'élimination qui peut être soit que vous soyez emprisonné, soit que vous allez en exil, soit que vous trouvez la mort, comme Guy Brice Parfait Kolela. Mais quand Guy Brice Parfait Kolela fait son testament, les Congolais s'en souviennent, il dit quoi? Battez-vous pour le changement. Battez-vous pour l'avenir de vos enfants. Battez-vous pour le changement. Et c'est un message qui est très clair. Et si je me réfère à ce que le ministre des Finances a dit aux douaniers, même s'il a dit dans un cas de dessin, mais le mot fort qu'il a prononcé dans toute son allocution, dans son contact avec les douaniers, c'est quoi? Mais il faut changer les choses. Parce qu'on ne peut pas continuer. Donc, j'utilise ce mot pourquoi? Mais parce que je me rends compte que même dans les milieux du pouvoir, ils ont conscience que les choses ne peuvent pas continuer comme elles le sont aujourd'hui. Donc, sur la question électorale, nous savons, parce que Christian rappelle que les Congolais sachent, en mars 2024, le ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphirin Boulou, a appelé les groupements politiques. Et quel est le message qu'il leur a fait passer? Le message était sur 2 points. Premièrement, il va y avoir une concertation des partis politiques. Deuxièmement, il faut qu'on aille à la refonte de la loi électorale. On est à plus d'1 an. Pourquoi cette concertation ne s'est pas tenue? Et c'est toi qui signalais tout à l'heure qu'on a commencé à manœuvrer. À déployer, voilà, les assesseurs d'ailleurs, vous allez réagir. Donc, la situation, elle est véritablement préoccupante et il faut que nous regardons. Parce qu'il faut que les Congolais comprennent. Nous le disons dans l'intérêt général. Il faut que les Congolais comprennent que ça ne peut pas perdurer. On ne peut pas continuer à souffrir. Le ministre des Finances, quand il va à Pointe-Noire, il ne parle que des fonctionnaires. Mais les retraités, nous sommes à combien? Plus de 40 mois d'arriérés de pension. Nous touchons notre pension à combien? Les étudiants n'ont plus jamais... À l'indice 160, au lieu de la toucher à l'indice 300. Quelle est la situation des étudiants? Et puis, bon, nous sort d'une affaire, c'est les patriarches, et dit-on que maintenant, on a trouvé l'argent pour faire un certain nombre de choses, et le reste, on n'a pas l'argent. Mais c'est là où les gouvernants sont appelés à avoir le courage
d'agir pour récupérer l'argent qui a été dilapidé. Et il faut que les Congolais prennent conscience que s'ils souffrent maintenant, c'est parce que les gouvernants actuels veulent les faire souffrir et ils n'ont fait qu'un choix, celui de la conservation coûte que coûte du pouvoir. Alors Clément Mirassa, vous avez rappelé un certain nombre d'événements, hein, vous avez parlé même des élections présidentielles précédentes, 2016, 2021, et vous dites maintenant là, les conditions ne sont toujours pas réunies pour une élection transparente, démocratique, voilà, équitable, avec tout ce qu'on peut ajouter. Est-ce pour dire que vous avez quand même tiré des leçons du passé, c'est-à-dire avec tout ce qui s'est passé, pour que prochainement, ou maintenant là, que vous ne tombiez plus dans le même piège ou dans les mêmes erreurs, j'allais dire, mais parce que nous savons ce qui arrive ou ce qui est arrivé à tous les anciens candidats à l'élection présidentielle en face de Sassou Nguesso, bien sûr. Est-ce que vous avez tiré des leçons et que ça pourrait se passer autrement? Mais nous devons les tirer. Mais nous avons certainement notre vision, nous avons certainement nos stratégies. Et aussi, ils ont leur vision. Christian, je te dis quelque chose. Ce qui se fait au Congo, il faut que les Congolais le comprennent. Hier, on a suivi le procureur Jean qui a parlé d'un coup d'État, je suppose militaire, etc. Mais ce qui se passe actuellement au Congo, il s'agit d'un coup d'État constitutionnel. C'est un nouveau coup d'État constitutionnel. Christian, je pose une question. Les juristes peuvent y réfléchir. Est-ce que le président du Parti congolais du travail, qui est en même temps président de la République, peut préparer et organiser une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée? Je dis non. Je dis non. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que les Congolais prennent bien conscience de ça. Et d'ailleurs, pendant que vous dites ça, moi, je me rappelle un peu de sa déclaration, je crois que c'était au cours d'un discours à l'opposition, où il disait, pour qu'une élection soit crédible, transparente, il faut que le président soit, comment il disait ça, candidat, c'est ça, et non candidat président. C'est-à-dire une façon de dire que même le président en exercice devait d'abord démissionner et se présenter à l'élection présidentielle pour qu'il ne soit pas candidat président ou président, voilà, président candidat. Or, aujourd'hui, nous sommes dans ce même cas de figure, le cas de figure qu'il dénonçait. C'est un président candidat. Le cas Donc, il y a aujourd'hui est toutes les plus grave. manettes. Pardon? Non, le cas aujourd'hui est plus grave. Il est plus grave. Pourquoi? Mais parce qu'on joue sur les manettes pour asseoir le système du Parti congolais du travail. Et je dis, mais les Congolais ne font pas attention, Christian. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. La loi a été votée par un Parlement composé majoritairement par des éléments du Parti congolais du travail. Maintenant, lorsqu'on prend l'article 26 de la loi sur les partis, il est dit clairement que les partis ont le devoir de se conformer à la Constitution. Et ensuite, on a un article 31 qui dit quoi? Qu'en cas de violation de loi en vigueur par tout parti ou groupement politique ou de trouble à l'ordre public, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend le parti concerné et procède à la fermeture de ses bureaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ministre Mboulou doit suspendre le Parti congolais du travail. Et si le Parti congolais du travail est suspendu, il n'y a plus d'assemblée, il n'y a plus de Sénat. Les Congolais vont avoir peur. Non, il ne faut pas avoir peur. Mais ça veut dire qu'automatiquement, il faut que les Congolais se retrouvent pour définir quel doit être l'avenir de notre pays. Et ça, généralement, quand ceux qui se disent opposants ou les acteurs politiques essaient ils ont peur d'en parler. Mais c'est la réalité, c'est la situation réelle. Maintenant, comme le ministre Mboulou, qui est en même temps membre du bureau politique du Parti congolais du travail, ne peut pas le faire parce que pour qu'il le fasse, il faut qu'il ait l'autorisation du président de la République qui est président du Parti congolais du travail. Mais nous nous trouvons dans le cas où le président de la République qui a prêté le serment de respecter et de faire respecter la Constitution doit faire respecter la Constitution. Et c'est tous ces problèmes, à notre avis, qui doivent être réglés. Et j'ose espérer, c'est 8 mois, c'est peu, mais en un jour, on peut régler un certain nombre de choses et avancer.
On peut régler un certain nombre de choses et avancer en un jour, deux, trois, pourquoi pas une semaine. Alors, Clément Mirassa, puisque nous disons tous que l'élection présidentielle, c'est d'ici là, c'est vrai que bon, après, ça reste encore un suspense, hein, personne ne sait. Bon, d'autres peut-être savent qu'il y aura élection, mais d'aucuns ont dit il n'y aura pas élection, ils savent pourquoi ils l'ont dit. Et donc, nous sommes à quelques mois. Je l'ai rappelé, beaucoup de fois d'ailleurs, on ne cessera de le rappeler, nous sommes à 8 mois de cette élection, si tant est qu'elle se tiendra. J'aime bien toujours préciser cela. Nous savons également que sur le terrain, en fait, le ministère de l'Intérieur a déjà déployé ses assesseurs. Ça a commencé par le recensement en 2023, c'est ça, fin décembre 2023, que vous avez d'ailleurs commenté. Ensuite, on a demandé aux chefs de quartier ou je ne sais pas, les départements, voilà, de refaire des listes, de nettoyer les listes, transmettre les listes pour voir s'il y avait, voilà, les décédés, bon, ainsi de suite. Et maintenant, là, ils ont déjà envoyé les assesseurs sur le terrain. Je vais vous montrer ces images. Je ne sais pas si vous les avez déjà vues et on revient sur le plateau. Suivez. Non, tu vas à la bureau, ça t'est tant mieux de travailler comme ça. Et la poisson, on fait ça. Samedi, hein? Dimanche. Dimanche, repas. Oh, il y a des cocktails. Dimanche, repas. Bien voilà, Clément Mirassa. Jusque-là, l'opposition ne participe pas à ce processus électoral. Curieusement, à ces opérations, il faut les appeler comme ça. Recensement, nettoyage de liste. Après, bon, là, on passe, les assesseurs sont sur le terrain, vous les avez vus. Jusque-là, l'opposition est à l'écart. Comment vous entendez gérer telle situation? Vous attendez la surprise pour commencer à crier ou à dénoncer ou comment ça va se passer? Parce que vous dites que les conditions ne sont pas réunies. Probablement que vous n'irez pas aux élections en l'état, c'est ce qu'il faut dire, dans ces conditions. Mais de l'autre côté, en face de vous, vous avez une machine qui a déjà été déployée, c'est-à-dire le PCT est déjà sur les terrains, on les voit déjà en campagne électorale, voilà. Et là, le matériel est en train d'être déployé. Vous continuez à observer, c'est ça? Le PCT agit selon une ruse qui est claire, Christian. Et la ruse doit être comprise tant par l'opinion nationale qu'internationale. Le message du PCT est très clair, très clair. Et les Congolais doivent le comprendre. Il signifie quoi, Christian? Il signifie nous sommes arrivés là par la force. Et si vous êtes fort, venez nous déboulonner de là. Nous ne sommes pas dans cette vision d'été. Parce que nous, on croit en la République, on croit qu'il y a une force publique qui est républicaine, etc., qui doit pouvoir défendre les gens, etc. Mais tu venais de dire tantôt que dans certains pays, à un moment donné, on demande au président qui veut être candidat de ne pas être président, candidat, ou je ne sais pas quelle est la formule. Mais à un moment donné, il faut que l'on sache quand Denis Sassou Nguesso parle, quand est-ce qu'il est président de la République et quand est-ce qu'il est président du Parti congolais du travail. Parce qu'il agit beaucoup plus en tant que président du Parti congolais du travail et du reste. Nous utiliserons les arguments de droit. Nous compterons sur la compréhension et le soutien de la base du peuple pour que nous allions. Parce que tous, nous voulons du changement dans ce pays. Je crois que le message du changement, il est clair, il est bien compris. Maintenant, il y en a qui ont encore peur. C'est que le procureur de la République a fait. Je suppose que c'est pour intimider un certain nombre de gens. Pour qu'ils aient peur, les jeunes vont avoir peur, on va leur dire, ah, si vous faites ça, je crois que j'ai parlé des témoignages concernant les jeunes de mon parti qui sont effectivement menacés, qui ont parfois été tabassés, etc., mais qui résistent parce qu'on est dans cette situation. Que veut le président de la République?
la paix dans le pays ou le désordre? C'est au président de la République de donner la réponse à ça. Les Congolais veulent de la paix réelle. Et nous avons eu des informations sur la présence rwandaise. Je lis même sur les réseaux sociaux que parmi les militaires qui vont défiler le 15 août, je ne sais pas si c'est fondé, il y aurait, dit-on, 9000 Rwandais qui vont défiler. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais on ne peut pas aller jusque-là, Christian. On ne peut pas aller jusque-là. Nous avons un problème de souveraineté nationale. Nous avons un problème de notre dignité. Nous avons un problème de ce que nous devons avoir notre place dans le concert des nations. Ça veut dire que les choses doivent être faites de façon transparente, de façon compréhensible. Oui, Maintenant, mais le Clément message qu'on... Mirassa, pardonnez-moi de vous arrêter comme ça. C'est vrai, vous êtes un légaliste, ça je le sais, hein, vous êtes un légaliste. Vous dites vous allez faire les choses dans la légalité, vous ne voulez pas, et c'est tout normal, hein, personne ne peut faire l'apologie de la violence, mais je vous ai dit que le PCT est déjà sur le terrain. Les opérations électorales ont déjà commencé, je vous ai montré des images, vous dites que vous allez faire, oui, mais jusqu'à quand? Est-ce que vous attendez finalement qu'on arrive, parce qu'on le veuille ou non, il ne faut pas qu'on se leurre là-dessus. Le Parti congolais du travail est habitué à faire les choses dans la force. Ils vont forcer les choses, ce sera encore un autre passage en force. Ils vont aller jusqu'au bout parce que c'est des gens qui ne reculent pas, quand bien même ils savent qu'ils sont en train de tricher. Tout le monde est en train de voir là, tout le monde crie à la tricherie, mais ils avancent. Ils vont avancer jusqu'à mars 2026 et proclamer les résultats qu'ils ont déjà dans les poches, qu'ils ont trichés. Et ils vont s'auto-proclamer. Nous allons arriver là, qu'on le veuille ou non. Est-ce qu'à ce moment-là, vous, les forces du changement, vous allez capituler, c'est ça? Vous attendez ce moment-là pour capituler ou pour commencer à faire peut-être des recours au niveau de la Cour constitutionnelle pour dire, ben, ils ont triché, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on arrive encore là. Non, je crois, Christian, ce que tu dis est très fort. Ça touche le rassemblement des forces du changement dans un premier temps. Mais dans un second temps, ça touche tous les Congolais. Il faut que chaque Congolais, là où il est, s'interroge. Quel Congo nous voulons dans ce pays? Est-ce que nous voulons d'un Congo où on continue à s'enfoncer dans la misère et dans la souffrance, ou on veut d'un Congo où les choses se passent autrement qu'elles ne se passent aujourd'hui? Mais la question, Christian, je crois que ça c'est ma perception, on n'en a pas encore discuté au niveau du rassemblement, les questions doivent être réglées de façon claire avant l'élection présidentielle. Puisque tel que tu le dis, ils ne reculent pas, ils font, mais ils ne reculent pas pourquoi? Ils ne reculent pas parce qu'ils considèrent que la force publique leur est acquise. Ça veut dire que nous avons un problème au niveau de la force publique. Est-elle la politique, oui ou non? Ou elle a choisi un camp? Si elle a choisi un camp, évidemment, il y a un problème qu'il faut essayer de résoudre. Mais nous disons que nous voulons compter sur le soutien du peuple congolais. Mais pour que nous ayons ce soutien, nous avons une bataille à obtenir. Une bataille à obtenir. C'est la possibilité d'être en contact avec ces forces. Et aujourd'hui, le pouvoir qui a senti ça a pris des dispositions pour dire le Mirassa n'est pas en conformité, etc. Et moi, je réagis déjà et je suppose qu'on aura l'occasion d'en faire part au niveau du peuple congolais en disant Mirassa n'est soi-disant pas en conformité avec la loi, mais Denis Sassou Nguesso aussi n'est pas en conformité avec la loi. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Évidemment, le PCT, de toute façon, on a longtemps épilogué sur le PCT pour comprendre que c'est un parti qui ne respecte pas la loi. Ça, c'est démontrable, hein. Ce n'est pas une diffamation, ce n'est pas non plus une spéculation. Nous allons terminer donc par ce dernier volet, la liberté de presse, parce que ça compte pour une élection transparente, équitable, voilà, démocratique. Or, il se trouve que le Congo aujourd'hui, j'allais dire, il y a voilà du plomb dans l'aile. Voilà, dans la presse congolaise, on posait la question à Thierry Mongala sur un plateau télé de l'étranger, puisqu'ils adorent ça. Voilà.
C'est un peu le complexe qui continue. Pour Thierry Mongala, il s'est rendu en France pour aller s'expliquer parce qu'il voulait parler à l'administration Trump. C'est ce qu'il a dit. Mais ce qui est intéressant, c'est lorsqu'il dit que la liberté de presse est garantie au Congo-Brazzaville. Et sur le même plateau que sur le plateau, il avait annoncé ça. Donc TV5. Curieusement, aujourd'hui, on apprend qu'une correspondante de TV5, il s'agit bien sûr de Rosie Piot, si vous la connaissez, qui est en train d'enquêter, vous l'avez dit, hein, vous l'avez amorcé d'entrée de jeu, en train d'enquêter sur les événements voilà, de Maya Maya, voilà, le faux coup d'État. Elle est aujourd'hui l'objet voilà, des menaces. Je vous laisse suivre ce reportage. En fait, c'est un envoyé spécial de TV5 qui en parle et on revient sur le plateau pour que vous nous disiez ce que vous en pensez. Suivez. Rosie Piot, journaliste indépendante et directrice de Factic Congo, fait face à des menaces persistantes depuis début juillet. En cause, son enquête sur l'attentat à la bombe de 1982 à l'aéroport Maya Maya de Brazzaville, qui avait fait 4 morts. Le 17 juillet, la première partie de l'enquête est publiée malgré les pressions qu'elle subit. En 1986, lors du procès, des hommes politiques de l'époque proches du président actuel avaient été accusés. Parmi eux, Jean-Félix Tister-Tikaya et Ambroise Noumazala. Pour la première fois depuis 43 ans, les familles des victimes ont pu témoigner, ce qui ravive un sujet jugé sensible et oublié. Rosie Piot reçoit des menaces. On lui explique que si elle continue sa série d'articles, alors le pire pourra arriver à elle ou à sa famille. L'association professionnelle GEC, Journalistes et Éthique Congo, appelle à la protection immédiate de la journaliste. Les autorités congolaises s'impliquent en la question. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons vu le membre du gouvernement qui s'occupe des questions des médias. Nous lui avons dit qu'il faut qu'il s'implique sur cette question, impliquer permettre aux journalistes de continuer son travail, mais aussi de protéger le journaliste. Il n'y a pas que Rosie Piot, il y a aussi beaucoup d'autres journalistes. Le contexte est un peu difficile, qu'on laisse les journalistes travailler librement sur des sujets d'intérêt national, des sujets politiques, des sujets économiques et même des sujets culturels. On ne doit pas empêcher les journalistes de faire leur travail. Le ministre de la Communication a appelé Rosie Piot à porter plainte. Pour rappel, dans le classement de Reporters sans frontières, le Congo occupe actuellement la 71e place sur 180 pays. Voilà, Rosie Piot est menacée par les autorités congolaises. Celle-là même qui disait que la liberté de presse est garantie au Congo. Voilà, il n'y a pas de crainte, la presse fonctionne, elle est libre. Voilà, aujourd'hui, on a là une pièce à conviction que le Congo traque même les journalistes. Et je crois que Thierry Mongala devrait ravaler un peu sa parole. Bon, on ne va pas quand même l'inviter parce qu'il ne viendra pas. Il nous répondra peut-être à une autre quinzaine voilà, du gouvernement. Il pourra répondre à cette question, mais on sait déjà de quoi il s'agira-t-il. Votre réaction, Clément Mirassa, sur ce sujet? Ma réaction est claire et nette, Christian. Il n'y a pas de liberté de presse au Congo. Vous savez que les opposants, les partis d'opposition, les opposants, mais ils sont quasiment interdits d'accès aux médias d'État. Et à chacune de leurs concertations, Evo, Dolizy, CBT, etc., mais ils disent toujours qu'il faut régler ce problème. Ce problème n'a jamais été réglé. Et je pense même, je ne pense pas me tromper, que beaucoup de responsables au niveau de ces médias sont soit des membres du comité central du Parti congolais du travail. Thierry Mongala lui-même, membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Il n'y a pas de liberté. Je vous ai fait parler de mon cas que nous allons relancer bientôt. Quand j'ai voulu faire une descente à Madibou, et quand j'ai eu un contact téléphonique, parce que la descente devait avoir lieu le 7, j'avais saisi parce qu'il faut jouer à ce niveau-là. Quand j'ai saisi le préfet, etc., la descente devait avoir lieu le 7 juin. Et le 6 juin, quand j'appelle, l'administration est surprise. Et la question qu'on me pose, Christian, mais qu'est-ce que vous alliez dire lors de votre descente? Christian, on en est où? Qu'est-ce que vous alliez dire pendant votre descente? Aujourd'hui, Christian, je peux te dire, nous avons commencé à mener l'enquête, mais beaucoup d'espaces de réunion sont pratiquement interdits aux partis de l'opposition. Les dispositions sont prises. Donc, demain,
Si un parti de l'opposition veut, par exemple, organiser une manifestation à ce qu'on appelle le palais des congrès, il peut y avoir beaucoup de chances que ça leur soit interdit. Parce que le Parti congolais du travail pense que c'est devenu leur propriété, alors que c'est le patrimoine de tous les Congolais et que les Congolais payent les impôts. Ce que le ministre Thierry Mungala a déclaré ne correspond à aucune réalité. Aujourd'hui, leur problème, c'est quoi, Christian? Leur problème, mais c'est l'existence des réseaux sociaux. C'est l'existence des médias en ligne qui ont fait qu'aujourd'hui, mais Télé Congo n'est pas suivi par beaucoup de Congolais. Télé Congo est suivi par un petit nombre de Congolais. Les Congolais, pour s'informer maintenant, souhaitent avoir soit les chaînes qui sont sur le réseau Canal et autres, soit les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas à travers Télé Congo et autres. Donc, j'ai dit de façon claire, Christian, qu'il n'y a pas la liberté d'expression. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Il y a un acteur politique qui avait fait une émission, je crois, avec Arsène Séverin. Et la publicité avait commencé à passer pour dire que l'émission va... Puis, paf, Arsène Séverin a arrêté pour faire passer un message. L'émission ne va plus passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est bien passé quelque chose quelque part. Ça veut dire que des choses ont dû être dites qui n'étaient pas favorables au pouvoir, certainement par quelqu'un qui devrait ne pas dire ce genre de choses, s'il a pris ce genre d'engagement. Bon, mais je n'entre pas dans les détails. C'est pour dire, c'est grâce à vous, Christian, grâce à Télé, RTV, R7, grâce à Jana TV, grâce à un certain nombre de médias, notamment la radio de la communauté, etc., que les gens, les Congolais, sont informés, qu'ils connaissent, qu'ils ont la vraie information. Et c'est ça qui met mal à l'aise le pouvoir. C'est ça qui met mal à l'aise le pouvoir. Parce que le pouvoir s'est rendu compte que non seulement la plupart d'entre vous, vous êtes des brillants journalistes, vous maîtrisez bien votre matière, vous communiquez bien. Quand il y a une émission, les questions que vous posez permettent aux téléspectateurs de bien suivre et de bien comprendre la situation. Mais sinon, dans les faits, la liberté de manifestation, la liberté d'expression, c'est problématique au Congo. Et ce que le ministre Thierry Mungala a dit ne correspond pas à la réalité. Ils ont fait des médias d'État leur propriété, mais on leur laisse avec leur propriété et nous venons vers vous, vous solliciter pour que vous nous aidez à faire passer nos messages. Et je t'avoue, sincèrement, je dois remercier les médias en ligne, je dois remercier les réseaux sociaux parce que vos messages, vos émissions sont largement suivies et je crois que vous-même, vous vous en rendez extrêmement compte et on va poursuivre dans cette démarche et dans cette dynamique. Merci. Le devoir nous l'oblige, évidemment. Nous sommes là pour informer et c'est le droit que les Congolais disposent d'être informés sur ce qui se passe au Congo, en Afrique et ailleurs. Merci Clément Mirassa d'avoir été avec nous aujourd'hui et voilà, on a presque tout dit de l'actualité du Congo-Brazzaville. On se prend donc rendez-vous pour la toute prochaine fois, c'est ça. Merci beaucoup Christian. Je m'efforcerai à être disponible et à apporter l'information que les téléspectateurs... Merci du temps que vous avez disposé pour répondre à nos questions. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Comme d'habitude, n'oubliez jamais de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo après avoir partagé et nous dire en commentaire ce que vous pensez de nos émissions, de nos programmes. Cela nous permet d'avancer et de comprendre si nous sommes sur la bonne voie ou s'il faut corriger quelque part. Nous le faisons en fonction de vos commentaires. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci. À bientôt, Christian.